Vous n'aurez rien du tout. Ni toi, ni ta mère ne toucherez un seul centime, ai-je répondu fermement, alors que mon mari retournait l'appartement, cherchant mes économies pour rembourser le crédit de sa mère. Ne trouvant pas l'argent, il est parti chez elle. Mais à son retour, il est resté figé de stupeur en voyant la scène. Avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Valentine se tenait près de la fenêtre de son bureau, au 17e étage, et contemplait la ville qui s'étendait en contrebas, comme dans la paume de sa main. À 38 ans, elle dirigeait un grand centre logistique. Elle possédait un bel appartement dans un quartier chic, et conduisait une voiture rouge, qu'elle avait achetée avec son propre argent. Sa vie se déroulait exactement, comme elle l'avait planifié à l'université, sans aucun compromis, et sans aucune dépendance envers les hommes. Le téléphone posé sur le bureau se mit à vibrer. C'était un message de son mari, « Mon soleil. Je vais rentrer tard du travail. Dîne sans moi. Je t'aime. » Valentine eut un sourire en coin. 1 an et demi plus tôt, ce genre de message faisait battre son cœur plus vite. Aujourd'hui, elle nota simplement, dans un coin de sa tête, qu'Hugo rentrait tard pour la 3e fois de la semaine. Ils s'étaient rencontrés lors d'un salon des technologies du bâtiment. Hugo Renard y présentait de nouveaux équipements pour les complexes d'entrepôts. Il parlait avec assurance, et faisait preuve d'un grand professionnalisme. Grand, les épaules larges, il avait un sourire agréable, et des yeux gris très intelligents. Lorsqu'il l'avait invité à dîner, Valentine avait accepté, sans la moindre hésitation. Les premiers mois de leur relation furent tout simplement parfaits. Hugo travaillait comme ingénieur dans une entreprise réputée, gagnait un bon salaire, et se montrait toujours très attentionné. Il savait écouter, soutenait les ambitions professionnelles de Valentine, et n'essayait jamais de lui dicter sa façon de vivre. 6 mois plus tard, lorsqu'il l'avait demandée en mariage, elle avait dit « oui » sans l'ombre d'un doute. Le mariage fut intime, mais très élégant. Hugo s'installa dans son appartement, et les premiers mois de leur vie commune se déroulèrent dans une harmonie totale. Ils planifiaient leurs vacances, parlaient d'acheter une maison de campagne, et rêvaient d'avoir des enfants. La première sonnette d'alarme retentit il y a 3 mois. En triant le courrier, Valentine remarqua une enveloppe provenant de la banque. À l'intérieur, se trouvait un avis de retard de paiement, pour un crédit d'un montant de 10 000 euros. Dans la case « Emprunteur » figurait le nom d'Hugo. « Hugo, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle le soir même, en lui montrant le document. Son mari jeta un coup d'œil au papier, et fronça les sourcils. « C'est sûrement une erreur. Je n'ai contracté aucun crédit. J'appellerai la banque demain, on va régler ça. » Valentine le crut. Les erreurs bancaires, cela arrivait, et Hugo avait l'air sincèrement surpris. Mais le lendemain, il rentra à la maison avec une mine sombre. « Alors, tu as pu régler le problème, s'enquit Valentine. »« Oui. En fait, il s'avère que j'ai bel et bien pris ce crédit, » avoua-t-il à contre-cœur. « C'était il y a 6 mois, avant notre mariage. J'avais besoin d'argent pour te faire un cadeau. Je voulais te faire la surprise, t'acheter une bague en diamant, mais j'ai changé d'avis. J'ai pensé qu'il valait mieux garder cet argent pour le mariage. Et j'ai complètement oublié ce crédit. » L'explication semblait plausible, mais quelque chose dans le ton de son mari mit Valentine sur la défensive. Toutefois, elle décida de ne pas insister. 10 000 euros, c'était une somme importante, mais pas dramatique pour leur budget familial. « D'accord, dit-elle. Soldons ce crédit par anticipation. J'ai de l'argent de côté pour ça. » Contre toute attente, Hugo ne s'en réjouit pas. Ce n'est pas la peine. Le taux d'intérêt est bas, c'est plus avantageux d'étaler les paiements. En plus, c'est ma dette, je vais m'en occuper. La deuxième sonnette d'alarme retentit 1 mois plus tard. Valentine travaillait tard, lorsque sa secrétaire, Lucille, entra dans son bureau. « Madame, un coursier vient de vous apporter des documents. Il a dit que c'était urgent. » Dans l'enveloppe, se trouvaient leurs attestations de revenus, à elle et à Hugo. Seulement voilà, il y avait un problème avec les chiffres.
Si son salaire à elle était exact, les revenus de son mari, eux, étaient gonflés d'une fois et demie par rapport à la réalité. Valentine examina attentivement les papiers. Les tampons semblaient authentiques, les signatures aussi. Mais elle savait pertinemment combien Hugo gagnait, car il lui avait lui-même donné le montant. Lucille, qui a apporté ces documents? Un coursier de la Banque Capitale. Il a dit que votre mari lui avait demandé de vous remettre ses copies, pour vos archives familiales. Ce soir-là, Valentine décida de tirer cette affaire au clair. Une fois Hugo endormi, elle se glissa silencieusement dans son bureau, et alluma son ordinateur. Dans le dossier « Documents », elle trouva plusieurs fichiers, avec des noms tels que « attestation-revenu-modifié » ou « copie-contrat-nouveau ». En les ouvrant, elle en eut le souffle coupé. C'étaient de faux documents, falsifiés pour gonfler artificiellement les revenus de son mari. Mais la découverte la plus choquante l'attendait dans l'historique de ses opérations bancaires. Hugo virait régulièrement, chaque mois, la somme de 400 € à une certaine Marie Dupont, avec la mention « pour soins médicaux ». Valentine savait que c'était le nom de la mère d'Hugo. Lors de leur rencontre, il lui avait raconté que ses parents étaient morts, et que sa seule famille était une tante, qui vivait loin et n'avait besoin de rien. Cela signifiait donc que sa mère était en vie, et qu'elle recevait de belles sommes d'argent de la part de son fils. Valentine fit un calcul rapide. 400 € par mois, multiplié par 24 mois. C'était exactement la durée de leur relation. Le total s'élevait à près de 10 000 €. Pratiquement le montant de ce mystérieux crédit bancaire. Le lendemain matin, elle décida d'agir avec prudence. « Hugo, tu peux me reparler de ta famille ? J'ai un peu oublié les détails. » Son mari ne leva pas les yeux de son journal. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents sont mortaux. Je vis ma vie de mon côté. J'ai une tante à Bordeaux, mais on ne se parle pas. Et ta mère, de quoi est-elle morte ? D'un cancer. Il y a 5 ans. » Valentine hocha la tête, et ne posa plus de questions. Mais désormais, elle en avait la certitude, son mari lui mentait. Les semaines suivantes, elle l'observa de plus près. Elle remarqua qu'il rentrait plus tard du travail, qu'il quittait souvent la pièce pour téléphoner, et qu'il recevait parfois des messages qu'il lisait avec une expression tendue. La 3e alarme fut la plus retentissante. Un samedi matin, Hugo devait aller aider son ami Maxime à faire des travaux. Valentine l'accompagna jusqu'à la porte, puis retourna dans la chambre. Le téléphone de son mari était posé sur la table de chevet. Il l'avait oublié. L'appareil se mit à vibrer. C'était un message entrant de « Maman, mon fils, quand fais-tu le virement ? Céline a encore des problèmes avec son crédit, et j'ai besoin d'argent pour mes médicaments. » Valentine resta figée. Sa mère était donc bien vivante, et lui réclamait régulièrement de l'argent. Mais ce n'était pas tout. Quelques minutes plus tard, un autre message arriva, de la part de Céline, sa sœur. « Hugo, aide-moi, s'il te plaît. La banque m'appelle tous les jours, il me menace. Prête-moi au moins 800 € jusqu'à la paix. » Valentine sentit un froid glacial l'envahir. Hugo avait aussi une sœur, dont elle ignorait totalement l'existence. N'y tenant plus, elle ouvrit l'application de messagerie de son mari. Ce qu'elle y découvrit la fit s'asseoir lourdement sur le lit. Les conversations avec sa mère remontaient à plusieurs mois. « Maman, mon chéri, tu as épousé une femme riche. Maintenant, tu peux aider davantage ta famille. » Hugo, maman, ce n'est pas si simple. Elle n'est pas idiote. Maman, ne lui montre pas toute la vérité. L'essentiel, c'est que l'argent rentre. Hugo, pour l'instant, je gère. J'ai pris un crédit, je lui ai dit que c'était pour lui faire des cadeaux. Maman, c'est bien, mon fils. Une vraie vache à lait. Valentine relut cette dernière phrase plusieurs fois. Une vache à lait. C'était ainsi qu'il l'appelait dans son dos. La suite de la conversation devenait encore plus intéressante. Hugo, maman, elle commence à se douter de quelque chose. Hier, elle m'a posé des questions sur la famille. Maman,
ce n'est rien. L'important, c'est de ne pas arrêter les virements. Céline a des crédits, et moi aussi, j'ai des dépenses. Hugo, je vais essayer de faire un autre crédit. Les fausses fiches de paie sont prêtes. Maman, et ta femme? Elle ne peut pas rallonger un peu? Hugo, je ne lui ai encore rien demandé. C'est trop tôt. Mais bon, elle a un appartement qui vaut cher. On peut imaginer une hypothèque. Le dernier message datait d'à peine une semaine. Dans la discussion avec sa sœur, le ton était encore plus direct. Céline, Hugo, c'est pour quand, le vrai argent? 400 balles, ce sont des miettes. Hugo, Céline, ne sois pas gourmande. Je ne peux pas faire plus pour l'instant. Céline, et ta femme? Elle est riche, comme tu le disais? Demande-lui. Hugo, ce n'est pas encore le moment. Mais je vais bientôt essayer de trouver un truc. Céline, mais pourquoi tu prends des pincettes avec elle? Elle a un bel appart, un boulot qui paie bien. Prends ce qu'il y a à prendre, et ne te gêne pas. Valentine verrouilla le téléphone, et prit une profonde inspiration. Cela signifiait que pendant tout ce temps, elle avait vécu avec un homme qui, dès le départ, la considérait uniquement comme une source de revenus pour sa famille. Une famille dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Mais le pire restait à venir. Dans un groupe de discussion nommé « Famille », elle vit un échange entre Hugo, sa mère Marie, et sa sœur Céline. « Maman, comment ça va avec ta femme? » Hugo, pour l'instant, tout va bien. Elle se doute d'un truc, mais n'a aucune preuve. Céline, tu vas faire des manières avec elle pendant encore longtemps? Dis-lui simplement que ta famille a besoin d'argent. Hugo, c'est trop tôt. Elle a du caractère, elle pourrait me jeter à la rue. Maman, dis-lui que mon cancer est revenu. Joue sur la corde sensible. Hugo, bonne idée. Je vais essayer la semaine prochaine. Céline, et parle-lui de mon divorce. Dis-lui que je ne touche pas de pension alimentaire, et que je n'ai rien pour nourrir les enfants. Hugo, Céline, tu n'as pas d'enfant. Céline, et comment elle le saurait? L'important, c'est qu'elle lâche les billets. Valentine eut la nausée. Ils planifiaient donc, tous ensemble, la manière de lui soutirer de l'argent, en utilisant le mensonge et la manipulation. À cet instant, des pas résonnèrent dans l'escalier. Hugo rentrait plus tôt que prévu. Valentine reposa précipitamment le téléphone à sa place, et fila dans la cuisine. Quand son mari entra, elle était devant la cuisinière, en train de remuer la soupe, s'efforçant de paraître aussi calme que possible. « Salut, mon soleil », lança joyeusement Hugo. « Maxime est tombé malade, j'ai dû rentrer. »« Tu fais quoi ?»« Je prépare le déjeuner », répondit Valentine sans se retourner. « Au fait, ton téléphone est sur la table de chevet. Tu l'as oublié. »« Ah, exact. Merci de me le rappeler. » Hugo se dirigea vers la chambre, et une minute plus tard, Valentine entendit le bruit frénétique du clavier tactile. Visiblement, il répondait au fameux message de sa mère et de sa sœur. À table, Hugo se comporta comme si de rien n'était. Il parla de son travail, s'intéressa à la journée de sa femme, et échafauda des plans pour le week-end. Mais à présent, Valentine décelait dans son comportement des détails qui lui échappaient auparavant, une légère fausseté dans la voix, des émotions surjouées lors de ses récits, et sa façon de fuir son regard dès qu'il était question d'argent. « Hugo, tu n'as jamais pensé à me présenter à tes proches ?» demanda-t-elle prudemment. Son mari s'étouffa presque avec sa soupe. « Quel proche ? Je te l'ai dit, je n'ai personne. Ta tante de Bordeaux, par exemple ? Et pourquoi faire ? » Haussa-t-il les épaules. On ne se parle pas. C'est une femme vraiment bizarre. Elle ne m'intéresse pas. Valentine acquiesça, et continua de manger. Mensonge sur mensonge. Pendant combien de temps encore comptait-il la duper ? Le soir venu, pendant qu'Hugo regardait la télévision, Valentine s'enferma dans la salle de bain, et tenta de mettre de l'ordre dans ses idées.
La situation était bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. Son mari ne se contentait pas de lui cacher l'existence de sa famille. Il la mentait systématiquement, contractait des crédits avec de faux documents, et prévoyait d'utiliser ses biens personnels pour régler les problèmes financiers de ses proches. Mais que faire? Provoquer une dispute, exiger des explications? Ou bien valait-il mieux observer encore un peu, pour cerner l'ampleur réelle du problème? Valentine décida de ne pas agir dans la précipitation. Elle n'était pas le genre de femme à prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Il fallait tout analyser avec soin, et élaborer la bonne stratégie. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Hugo avait franchi toutes les limites, et ce n'était plus qu'une question de temps, avant qu'il ne lui demande de l'argent ouvertement. Ce jour-là, elle serait prête à lui répondre. Valentine passa une très mauvaise nuit. Elle fit des cauchemars où des inconnus lui tendaient les mains pour lui réclamer de l'argent, tandis qu'Hugo se tenait à l'écart, observant la scène avec indifférence. Au matin, en regardant son mari dormir, elle comprit une chose, l'homme qui partageait son lit, n'était absolument pas celui qu'il prétendait être. Et très bientôt, elle devrait décider si elle était prête à continuer sa vie avec un tel fardeau. Après sa découverte avec le téléphone, Valentine changea de tactique. Si son mari jouait à un jeu, elle pouvait y jouer aussi, mais ses règles à elle seraient beaucoup plus strictes. Le lendemain, elle convoqua dans son bureau l'avocat de l'entreprise, maître Pierre Lambert, un homme d'âge mûr, très expérimenté, qui l'avait déjà sorti de situations complexes. « Maître, j'ai besoin de vos conseils pour une affaire personnelle », commença Valentine, après avoir fermé la porte. « Dites-moi, si mon mari essaie de contracter un crédit, en hypothéquant mon appartement, peut-il le faire sans que je le sache ?» L'avocat haussa les sourcils. « Madame, que voulez-vous dire par « sans que vous le sachiez » ? Si l'appartement est à votre nom, toute transaction immobilière requiert votre présence physique et votre consentement explicite. Et s'il falsifie ma signature ? Dans ce cas, il s'agit d'un délit pénal, répondit gravement maître Lambert. Mais avant d'en arriver là, la banque vous contactera obligatoirement, en personne, pour confirmer l'opération. C'est la procédure standard pour des sommes importantes. Je vois. Et que dois-je faire si je découvre une tentative d'escroquerie ? Contactez immédiatement la police, et ne donnez surtout pas votre accord pour une transaction que vous n'avez pas initiée. Valentine hocha la tête. Désormais, elle savait comment agir. Le soir même, elle installa une application d'enregistrement d'appels sur son téléphone, et s'assura que tous les documents importants concernant son appartement étaient bien rangés dans le coffre-fort de son bureau, et non à la maison. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Une semaine plus tard, un jeudi matin, Valentine était en pleine réunion avec les directeurs régionaux, quand son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu, mais elle décida de répondre. « Madame Valentine Renard » demanda une voix d'homme. « Oui, c'est moi. Ici le service des prêts immobiliers de la Banque nationale. Confirmez-vous votre intention de souscrire un prêt hypothécaire d'un montant de 300 000 €, garanti par l'appartement situé au 23 rue des Rosiers ? » Valentine sentit le sang lui monter aux joues, mais sa voix demeura d'un calme olympien. « Non, je n'ai déposé aucune demande de prêt. Mais nous avons pourtant un dossier complet, avec votre demande signée. » Monsieur, le coupa froidement Valentine, je déclare officiellement que je n'ai signé aucun document, et que je n'ai nullement l'intention de contracter ce crédit. De plus, je considère que ma signature a été imitée. Un silence pesant s'installa au bout du fil. « Madame, savez-vous qui a déposé ce dossier ? » Je présume qu'il s'agit de mon mari, Hugo Renard. Mais cela ne lui donne absolument pas le droit de disposer de mes biens. Je comprends. Nous suspendons immédiatement le traitement de votre demande, et nous en informons notre service de sécurité. Après avoir raccroché, Valentine sauvegarda l'enregistrement de l'appel, et le transféra sur un espace de stockage en ligne. Elle tenait sa preuve. Le soir, elle rentra plus tôt que d'habitude, et surprit Hugo devant son ordinateur. En la voyant, il ferma précipitamment plusieurs onglets de son navigateur. « Salut, mon soleil. Comment s'est passée ta journée ?
Très bien, répondit Valentine, en filant dans la cuisine pour préparer le repas. À table, elle décida de jouer la carte de la subtilité. Hugo, tu n'as jamais songé à prendre un prêt immobilier? On pourrait s'acheter une maison de campagne, ou un appartement plus grand. Son mari s'étouffa presque avec son potage. Pourquoi prendre un crédit? On a déjà tout ce qu'il nous faut. Oh, je ne sais pas, des fois qu'on ait envie de nouveautés. D'ailleurs, la banque m'a appelé aujourd'hui, ils m'ont parlé d'un crédit. Ils ont dû se tromper de numéro. Hugo pâlit, mais retrouva vite ses esprits. Oui, les banques font tout le temps des erreurs. Quelqu'un a sûrement donné le mauvais numéro. Valentine fit un signe de tête, et continua de manger, feignant de se désintéresser du sujet. Mais intérieurement, elle nota l'essentiel, Hugo était au courant de l'appel. Cela signifiait que la banque l'avait déjà informé de l'échec de son opération. Le lendemain, le vendredi lui réserva une nouvelle surprise. Valentine travaillait dans son bureau, lorsque sa secrétaire lui annonça. « Madame, une femme est ici pour vous voir. Elle prétend être votre belle-mère. » Valentine se figea. Sa belle-mère? La fameuse Marie Dupont, officiellement considérée comme décédée? Faites-la entrer. Une femme d'une soixantaine d'années, de taille moyenne, avec des cheveux gris et un visage fatigué, entra dans la pièce. Elle était vêtue modestement, mais avec soin. Elle tenait un vieux sac entre ses mains. « Valentine, demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je suis Marie, la mère d'Hugo. Entrez, asseyez-vous, répondit froidement Valentine. C'est très intéressant de faire la connaissance d'une femme, qui est morte d'un cancer il y a 5 ans. Marie cligna des yeux, décontenancée. Comment ça, un cancer? Je suis en parfaite santé. C'est pourtant ce que votre fils m'a raconté. Qu'il n'avait plus de famille, parce que sa mère avait été emportée par la maladie. La belle-mère baissa les yeux. Eh bien, il ne voulait sans doute pas vous inquiéter avec nos problèmes. De quel problème parlez-vous? Attaqua directement Valentine. Marie garda le silence un instant, puis poussa un lourd soupir. Valentine, je suis venue vous voir, parce que je n'ai nulle part où aller. Mon appartement a été vendu hier, pour rembourser mes dettes. Les huissiers m'ont dit que si je ne soldais pas mon crédit, ils saisiraient mon dernier logement. Hugo m'a promis que je pourrais vivre chez vous un moment, en attendant de trouver une solution. Valentine s'adossa à son fauteuil. Le plan suivait donc son cours. D'abord, la tentative d'hypothèque, et maintenant, l'installation de la belle-mère. Marie, combien d'argent votre fils vous a-t-il versé, au cours de ces 2 dernières années? Oh, pas grand-chose. 400 € par mois. Ce qui fait presque 10 000 €, calcula Valentine. Ce n'est pas rien, pour un homme qui n'a prétendument aucune famille. La belle-mère s'agita sur sa chaise. Hugo est un bon fils. Il ne pouvait pas abandonner sa mère dans le besoin. Et à quoi avez-vous dépensé tout cet argent, si vous avez quand même accumulé des dettes? Marie parut gênée. La vie coûte cher. Les factures, la nourriture, les médicaments. Des médicaments pour quelle maladie? Vous venez de me dire que vous étiez en parfaite santé. Oh, juste des vitamines, de la prévention. Valentine comprit que cette conversation pouvait s'éterniser. Cette femme mentait avec la même aisance que son fils. Marie, parlons franchement. Votre fils m'a menti pendant 1 an et demi, en me cachant votre existence. Il a falsifié des documents pour obtenir des crédits. Hier matin, il a tenté d'hypothéquer mon appartement, dans mon dos. Et aujourd'hui, vous débarquez à mon travail pour me demander l'asile. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gonflé? Marie redressa la tête. Mais vous êtes la femme de mon fils. La famille doit s'entraider. Alors pourquoi votre fils ne m'a-t-il pas dit qu'il avait une famille? Il avait peur que vous ne compreniez pas. Que je ne comprenne pas quoi, exactement? Qu'il ait une mère, ou que cette mère réclame constamment de l'argent?
La belle-mère tenta de prendre un air offensé. Je ne réclame rien. Je demande, c'est tout. Ma situation est vraiment compliquée. Une situation que vous avez vous-même provoquée, rétorqua durement Valentine. Marie, la réponse à votre demande est non. Je n'ai pas l'intention de régler des problèmes dont j'ai appris l'existence pas plus tard qu'hier. Mais Hugo avait promis. Hugo promet beaucoup de choses. À moi aussi, il m'avait promis d'être honnête. Marie se leva de sa chaise. Vous refusez donc d'aider la famille de votre mari? Je refuse de participer à des escroqueries, répondit sereinement Valentine. Au revoir. Après le départ de sa belle-mère, Valentine resta un long moment dans son bureau, à retourner la situation dans sa tête. Le plan de ses adversaires devenait limpide, d'abord, lui soutirer un maximum d'argent sous divers prétextes. Ensuite, installer la mère dans l'appartement. Enfin, en cas de divorce, réclamer une pension alimentaire et des compensations. Mais il l'avait sous-estimé. Valentine n'avait pas l'intention de jouer les victimes. Le soir, chez elle, un Hugo très agité l'attendait. Valentine, ma mère m'a dit qu'elle était passée à ton travail. Je suis désolée, je ne savais pas qu'elle ferait ça. Et que savais-tu, au juste, demanda-t-elle en s'asseyant dans un fauteuil, fixant intensément son mari. Eh bien, elle a vraiment des problèmes de logement. Son appartement a été saisi. Je me disais qu'on pourrait peut-être l'aider. Hugo, prononça lentement Valentine. Il y a 1 an et demi, tu m'as raconté que ta mère était morte d'un cancer. Comment a-t-elle pu accumuler des dettes, tout en étant morte? Hugo ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes de famille. Quel problème, exactement? Bah, ma mère me demande de l'argent de temps en temps. Je pensais que tu ne comprendrais pas. 400 € par mois, c'est ça que tu appelles de temps en temps? Hugo devint livide. Comment tu sais ça? Je sais aussi pour ta sœur Céline, qui te réclame régulièrement de l'argent. Et je sais très bien comment vous m'appelez, quand vous parlez de moi. Son mari s'affala sur le canapé, la tête basse. Valentine, je peux tout expliquer. Explique-moi donc. Pourquoi as-tu essayé, hier, de prendre une hypothèque sur mon appartement, en imitant ma signature? Hugo bondit. Je n'ai rien imité du tout. Je voulais juste me renseigner sur les conditions du prêt. Hugo, la banque m'a appelé pour confirmer l'opération. Ils ont en leur possession des documents portant une signature qui n'est pas la mienne. Un lourd silence s'installa. Hugo comprit qu'il était piégé. Valentine, j'avais besoin d'argent. Ma mère a de graves ennuis, et Céline aussi. Je me suis dit qu'on rembourserait tout plus tard. C'est qui, ce on? Demanda froidement Valentine. Tu es au chômage depuis 1 mois, je viens de l'apprendre. Hugo tressaillit. Comment tu sais ça? Ton ancienne entreprise m'a appelé hier. Il te cherchait pour des questions professionnelles. Il s'avère que tu as été licencié le mois dernier, pour absences injustifiées. Valentine, je cherchais un nouveau travail, je ne voulais pas t'inquiéter. Arrête de mentir. Coupa sèchement Valentine. Ça fait 1 mois que tu ne travailles plus, mais tu continues à virer de l'argent à ta mère et à ta sœur. Avec quel fonds? Hugo garda le silence. Ah, je vois. Avec les crédits que tu obtiens grâce à tes fausses fiches de paie. Valentine. Demain, tu pars chercher du travail. Un vrai travail, pas une combine pour arnaquer les banques. Et ta mère, elle se trouve un autre logement. Elle ne mettra pas un pied chez moi. Mais elle n'a nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Ta famille a très bien vécu pendant 38 ans sans moi. Elle s'en sortira. Hugo se leva, et se mit à faire les 100 pas. Valentine, tu ne comprends pas. Si je ne l'aide pas, ils vont lui prendre le peu qu'il lui reste. Et les créanciers de Céline la menacent aussi. Et tu proposes quoi?
qu'on hypothèque mon appartement pour payer leurs dettes? Pas l'hypothéquer, juste prendre un crédit avec l'appartement en garantie. Provisoirement. Valentine éclata de rire. Provisoirement? Hugo, tu es au chômage et criblé de dettes. Comment comptais-tu rembourser un prêt de 300 000 euros? Je vais retrouver du travail. Avec ton historique de crédit et ta réputation? Permets-moi d'en douter. Hugo s'arrêta, et la fixa droit dans les yeux. Donc, tu refuses d'aider ma famille? Je refuse de tremper dans vos magouilles, répondit-elle fermement. Et j'exige une totale honnêteté dans notre relation. Très bien, lâcha Hugo après un temps d'arrêt. Alors, je réglerai ce problème moi-même. Comment ça? Je trouverai un autre moyen. Valentine ressentit une pointe d'angoisse. Il y avait dans la voix de son mari, une détermination glaciale qui ne lui disait rien de bon. Le lendemain, samedi, Hugo sortit de bonne heure, sous prétexte d'aller régler ses affaires de travail. Valentine profita de son absence pour fouiller ses affaires une nouvelle fois. Dans la poche de sa veste, elle tomba sur les papiers de sa voiture rouge, la carte grise, l'assurance, une estimation de la valeur, et autre chose. Un contrat de vente de véhicule, daté de la veille. Valentine relut le document à 2 reprises. La voiture avait été vendue pour 15 000 euros, à un certain Nicolas Girard. Dans la case « Vendeur » trônait la signature d'Hugo. Mais comment était-ce possible? La voiture avait été mise au nom d'Hugo, uniquement pour faire des économies sur l'assurance. Les jeunes hommes payaient moins cher que les femmes de son âge. Mais dans les faits, c'était sa voiture, payée avec son propre argent. Valentine s'habilla en hâte, et descendit dans la cour. L'emplacement où sa voiture rouge était habituellement garée, était vide. Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa le numéro d'Hugo. « Allô, Valentine, qu'est-ce qu'il y a? Où est ma voiture? » Un silence s'abattit au bout du fil. « Hugo, je te demande où est ma voiture? » « Valentine, je peux t'expliquer. »« Tu l'as vendue? » ?»« J'avais besoin d'argent. »« Tu as vendu ma voiture sans mon accord? » ?»« Techniquement, elle était à mon nom. » Valentine sentit la colère bouillonner en elle. Hugo, rentre immédiatement à la maison. Tout de suite. Valentine, calme-toi, on va en discuter. À la maison. Immédiatement. Elle raccrocha brutalement, et remonta dans l'appartement. Pendant une demi-heure, elle fit les 100 pas dans les pièces, essayant de retrouver son calme. Vendre sa voiture. Comment avait-il osé? Hugo rentra 1 heure plus tard. Il avait l'air coupable, mais affichait en même temps une attitude presque désinvolte. Valentine, parlons-en calmement. Où est l'argent de la voiture? Demanda-t-elle d'un ton glacial. Je l'ai donné à ma mère. C'était son dernier jour pour rembourser sa dette, sinon, elle se retrouvait à la rue. Tu as donné 15 000 euros à une étrangère? C'est ma mère, celle qui te ment depuis 2 ans sur ses problèmes d'argent. Hugo, tu te rends compte que c'est un vol? Quel vol? La voiture était à mon nom. À ton nom, oui, mais payée avec mon argent. Et tu le sais parfaitement. Hugo s'assit dans un fauteuil, et se frotta le front. Valentine, je comprends que tu sois en colère, mais là, il s'agissait d'éviter que ma mère ne finisse sous les ponts. Et ta femme, dans tout ça? Je dois prendre le bus pour aller travailler, tout ça parce que monsieur a décidé de sauver sa petite maman. On t'en rachètera une autre. Avec quel argent? Tu es au chômage. Je vais retrouver du travail. Quand? Dans 1 an? 2 ans? Et en attendant, je dois subir les conséquences de tes drames familiaux. Hugo se leva, et commença à arpenter la pièce nerveusement. Valentine, tu dois comprendre que la famille, c'est sacré. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Et moi, tu peux me laisser tomber? Quel est le rapport avec toi? Le rapport,
c'est que tu as vendu ma voiture sans mon autorisation. Ça s'appelle du vol. Ne crie pas, s'il te plaît. Je crierai autant que je veux. On est chez moi. Hugo s'arrêta et la dévisagea. Oui, ton appartement, ta voiture, ton argent. Et moi, j'ai quoi? Et toi, qu'as-tu apporté à notre relation, à part des mensonges? J'ai apporté de l'amour. De l'amour? Valentine pouffa de rire. Hugo, depuis le premier jour, tu me considères comme un distributeur automatique pour ta famille. C'est faux. Ah oui, c'est faux. Et les messages où tu me traites de vache à lait, on en parle? Hugo devint blême. Tu as fouillé dans mes messages? Et toi, tu as vendu ma voiture. On dirait bien que nous avons tous les deux franchi les limites. Un silence pesant envahit la pièce. Finalement, Hugo prit la parole. Valentine, je sais que j'ai fait une erreur, mais crois-moi, je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que les circonstances m'y ont poussé. Quelles circonstances? Ta famille de rapaces, habituée à vivre au crochet des autres? C'est ma famille. Et ça te donne le droit de voler ta femme? Hugo serra les poings. Arrête d'appeler ça du vol. Et comment appelles-tu ça? Tu as pris un bien qui ne t'appartenait pas, sans demander, et tu l'as vendu. C'est la définition même du vol. La voiture était à mon nom. À ma demande, pour économiser sur l'assurance. Tu savais très bien que cela ne te donnait aucun droit sur ce véhicule. Hugo se laissa tomber dans le fauteuil, et se cacha le visage dans les mains. Qu'est-ce que tu attends de moi? La voiture est vendue, l'argent est donné. J'attends que tu comprennes une chose très simple, déclara froidement Valentine. Notre mariage est terminé. Hugo releva la tête. Quoi? Tu as très bien entendu. Je demande le divorce. Valentine, ne prends pas de décision à la hâte. À la hâte? Hugo, ça fait 1 an et demi que tu me mens, que tu me caches ta famille, que tu falsifies des papiers, que tu voles mon argent. De quelle précipitation parles-tu? On peut tout arranger. Il n'y a plus rien à arranger. La confiance est détruite. Hugo se leva, et s'approcha d'elle. Valentine, je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Je vais retrouver du travail, je te rembourserai la voiture. Je ne te mentirai plus jamais. C'est trop tard, trancha Valentine. Tu as montré ton vrai visage. Et notre amour? On était si heureux. J'étais la seule à être heureuse. Toi, pendant tout ce temps, tu calculais comment me soutirer un maximum d'argent. C'est faux. Faux. Et les conversations avec ta mère et ta sœur? Vos plans sur mon appartement? C'est faux, ça aussi. Hugo comprit qu'il était inutile de discuter. Valentine n'était pas du genre à changer d'avis sous le coup de l'émotion. Très bien, dit-il après un long silence. Si c'est ta décision. C'est ma décision, confirma Valentine. Demain matin, je vais voir mon avocat pour lancer la procédure de divorce. Hugo acquiesça, et partit dans la chambre rassembler ses affaires. Valentine resta dans le salon, partagée entre un étrange sentiment de soulagement et d'amertume. 1 an et demi de sa vie, parti en fumée. Mais mieux valait affronter la vérité maintenant, que dans 10 ans, quand les enjeux seraient encore plus graves. Son téléphone se mit à sonner. C'était un numéro inconnu. Allô, Valentine? C'est Marie, la mère d'Hugo. Que me voulez-vous? Je voulais vous remercier pour votre aide. Hugo m'a apporté l'argent aujourd'hui. J'ai pu régler toutes mes dettes. Valentine sentit la colère remonter. Marie, cet argent provient de la vente de ma voiture. Mais Hugo m'a dit que vous étiez d'accord. Hugo a menti. Je n'ai jamais consenti à cette vente. Le silence s'installa à l'autre bout du fil. Marie, dès demain, je dépose plainte à la police pour vol.
Je vous conseille vivement de réfléchir à la façon dont vous allez me rembourser cet argent. Mais je l'ai déjà donné à mes créanciers. C'est votre problème. Au revoir. Valentine raccrocha, et éteignit son téléphone. La journée de demain allait être rude, mais elle était prête à se battre. Hugo sortit de la chambre, un sac à la main. Valentine, je vais dormir chez un ami, et demain on discutera de tout ça calmement. Il n'y a plus rien à discuter, répondit-elle sans même tourner la tête. Laisse tes clés sur la table. Après son départ, Valentine resta longuement dans son fauteuil, à ruminer les événements. Hugo avait franchi la ligne rouge. Vendre sa voiture sans son accord, ce n'était plus un simple mensonge, c'était un véritable délit. Mais elle n'allait pas baisser les bras. Dès le lendemain, elle entamerait la procédure de divorce, et porterait plainte pour vol. Que Hugo et sa famille répondent de leurs actes devant la justice. Valentine n'avait jamais été une victime, et elle n'allait certainement pas commencer aujourd'hui. Le lendemain matin, Valentine se réveilla avec les idées claires, et une détermination de fer. Sa première action fut d'appeler Maître Lambert, pour fixer un rendez-vous à 10 heures. Ensuite, elle se prépara pour aller travailler, comme si de rien n'était. Pas de crise d'hystérie, juste un calcul froid et rationnel. Dans le bureau de l'avocat, elle exposa la situation dans les moindres détails, sans omettre le moindre fait. Madame, déclara gravement Maître Lambert, vous avez toutes les raisons de déposer une plainte pour escroquerie. Falsification de documents, tentative de souscription d'un crédit sans le consentement du propriétaire, vente illégale d'un véhicule. Ce sont des délits très sérieux. Et pour le divorce? Aucun problème de ce côté-là. Vos biens ont été acquis avant le mariage. Il n'y a pratiquement pas de patrimoine commun. La seule chose qu'il pourrait réclamer, c'est une compensation pour d'éventuels travaux, ou quelque chose de ce genre. Très bien, préparez tous les documents nécessaires. Madame, où se trouve votre mari actuellement? Chez un ami, pour autant que je sache. Je vous conseille d'être prudente. Quand les gens se sentent acculés et démasqués, ils peuvent recourir à des actes désespérés. Valentine hocha la tête. Elle y avait déjà pensé. Le soir, en rentrant chez elle, elle découvrit que sa serrure avait été forcée. La porte était soigneusement refermée, mais les traces d'effraction étaient bien visibles. En entrant, elle découvrit un véritable champ de bataille. Les canapés étaient retournés, les coussins éventrés, le contenu des armoires éparpillé sur le sol. Quelqu'un avait méthodiquement fouillé l'appartement de fond en comble. Dans la chambre, le spectacle était encore plus désolant. Le matelas avait été jeté du lit, les tiroirs de la commode arrachés, les vêtements éparpillés partout. Sur le bureau, tous les dossiers avaient été retournés. Valentine sortit son téléphone, et composa le numéro d'Hugo. Il mit du temps à décrocher. Allô? Hugo, tu es passé chez moi? Non. Pourquoi? Mon appartement a été saccagé. Quelqu'un a tout fouillé. Le silence s'installa. Hugo, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est peut-être des cambrioleurs? Les cambrioleurs ne retournent pas les matelas pour chercher des économies cachées. Que cherchais-tu? Une nouvelle pause. Valentine, j'ai besoin d'argent. Ma mère a de nouveaux problèmes. Quel problème, encore? Ses créanciers réclament une somme supplémentaire. Il s'avère qu'elle n'a pas seulement des dettes envers la banque, mais aussi envers des particuliers. Valentine sentit son sang bouillir. Et tu as donc décidé de me cambrioler? Pas de te cambrioler, de t'emprunter de l'argent. Sans mon accord, ça s'appelle du vol. Valentine, tu ne m'en aurais jamais donné de ton plein gré. Exactement. Et d'ailleurs, comment es-tu entrée? J'ai un double des clés. Que tu étais censé me rendre hier. Hugo resta silencieux un instant, puis déclara. Valentine, voyons-nous, et discutons calmement. De quoi veux-tu discuter? Tu as fracturé mon appartement.
Je n'ai rien fracturé. J'avais ma clé. Une clé que tu as dissimulée? C'est aussi un délit. Valentine, ne complique pas les choses. J'ai vraiment besoin d'argent. Et moi, je me fiche éperdument de tes problèmes. Valentine raccrocha, et inspecta les lieux. Elle devait comprendre ce qu'Hugo cherchait exactement. Au bout d'une demi-heure, elle comprit, tous les documents concernant son appartement, qui se trouvaient dans le bureau, avaient disparu. Ainsi que son livret d'épargne, et plusieurs cartes bancaires. Valentine appela immédiatement sa banque, pour faire opposition sur toutes ces cartes. Ensuite, elle fit venir un serrurier pour changer les canons. Pendant que l'artisan travaillait, l'interphone sonna. Hugo se tenait devant l'immeuble, un grand sac de sport à la main. « Ouvre-moi, il faut que je récupère mes affaires, dit-il dans l'interphone. « Tes affaires sont dans les poubelles, répondit froidement Valentine. « Quoi? Tu m'as bien entendu? Après que tu aies cambriolé l'appartement, j'ai jeté toutes tes affaires. » C'était un mensonge. Elle voulait simplement le provoquer. « Valentine, tu n'as pas le droit de faire ça. » Si, j'en ai le droit. C'est mon appartement. Mais il y a mes papiers, mes photos. Tu aurais dû y penser avant. Hugo garda le silence, puis sa voix se fit menaçante. Valentine, si tu n'ouvres pas cette porte, je trouverai un moyen de rentrer par moi-même. Essaie pour voir. J'ai déjà changé les serrures. Et j'en profiterai pour appeler la police, et déclarer le vol de mes propres affaires. Vas-y, appelle-les. J'en profiterai pour leur raconter comment tu as fracturé mon appartement, et volé mes documents, ajouta-t-elle. La communication fut coupée. Le serrurier termina son travail, et remit les nouvelles clés à Valentine. Elle se sentait désormais en sécurité, mais sa joie fut de courte durée. 1 heure plus tard, l'interphone retentit à nouveau. Qui est-ce? Police nationale. Ouvrez. Valentine descendit. Devant l'immeuble, se trouvaient 2 agents en uniforme, accompagnés d'Hugo, l'air sombre. « Vous êtes bien Madame Valentine Renard ?» demanda le chef de patrouille. « Oui. Nous avons reçu une plainte pour vol des faits personnels. Pouvez-vous nous accompagner pour faire une déposition ?» Valentine dévisagea Hugo. « Et savez-vous que cet individu a fracturé mon appartement aujourd'hui, et m'a volé des documents ?» Les policiers échangèrent un regard. « Reprenons depuis le début, » dit le supérieur. « Montons chez vous. » Une fois dans l'appartement, Hugo commença immédiatement à se plaindre. « Regardez ce carnage. Elle a jeté toutes mes affaires, et saccagé l'appartement pour me faire porter le chapeau. » C'est faux, répondit calmement Valentine. C'est lui qui a tout retourné pour chercher mon argent. Quant à ses affaires, elles sont dans la chambre. Je n'y ai pas touché. Les agents inspectèrent les lieux. Dans la chambre, les affaires d'Hugo étaient bel et bien là, costume, chemise, chaussures. « Monsieur Renard, où est donc le vol ?» demanda le plus jeune des agents. Hugo, décontenancé, bafouilla. « Bah, elle m'a dit qu'elle avait tout jeté. » « Monsieur, êtes-vous en train de nous dire que vous avez déposé une fausse plainte ?» « Non, je croyais vraiment que... » Valentine sortit son téléphone, et lança l'enregistrement de sa conversation avec Hugo. « Messieurs, voici l'enregistrement de notre appel téléphonique. Il avoue lui-même s'être introduit dans l'appartement. » Les policiers écoutèrent l'enregistrement. Le visage d'Hugo devint livide. « Monsieur Renard, » déclara sévèrement le chef de patrouille. « Il semblerait donc que ce soit vous, qui ayez commis une violation de domicile. » Avec une clé qu'il était censé me restituer après notre séparation, ajouta Valentine. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il a volé. Elle montra au policier le tiroir vide de son bureau. Ici, se trouvaient les documents de mon appartement, et mes cartes bancaires. Tout a disparu. Hugo tenta de se justifier. Je n'ai rien pris du tout. Alors où sont passés mes documents ?
Je n'en sais rien. Le policier soupira. Madame, monsieur, vous devrez déposer des plaintes croisées, et régler cela devant un tribunal. Nous allons dresser un procès-verbal de constatation. Après le départ de la police, Hugo resta dans l'appartement. Il rassembla ses affaires, en jetant régulièrement des regards assassins à Valentine. « Tu crois que ce sera aussi simple » lança-t-il, en fourrant ses chemises dans son sac. « Qu'est-ce qui ne serait pas simple » rétorqua-t-elle. « Valentine, j'ai vécu 2 ans dans cet appartement. La loi m'accorde le droit à une compensation. » Pourquoi faire ? Pour les travaux ? Pour les meubles que tu aurais achetés ? Valentine éclata de rire. Hugo, tu es au chômage. Avec quel argent aurais-tu acheté des meubles ? Quand tu travaillais, tout ton salaire partait pour ta précieuse famille. Tu n'as strictement rien acheté. Hugo ferma son sac, et se dirigea vers la porte. On se reverra au tribunal. À très vite. Après son départ, Valentine verrouilla soigneusement sa porte, et poussa un soupir de soulagement. Le calme était enfin revenu. Mais une semaine plus tard, une bien mauvaise surprise l'attendait. Maître Lambert l'appela avec des nouvelles préoccupantes. « Madame, votre mari a déposé une plainte contre vous. Il réclame la moitié de la valeur de l'appartement, et des dommages et intérêts pour préjudice moral. » Sur quel fondement ? Il prétend avoir financé les travaux de rénovation de l'appartement avec ses propres fonds, et affirme que vous lui avez menti sur vos revenus. Mais c'est absurde. Le pire, c'est qu'il a des témoins prêts à corroborer sa version. Quels témoins ? Sa mère et sa sœur. Valentine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Maître, le juge ne va quand même pas gober ces absurdités ? Malheureusement, la présence de témoins est un argument de poids. Il faut préparer notre défense. En raccrochant, Valentine réalisa la gravité de la situation. Hugo n'avait pas simplement vécu avec elle pendant 2 ans. Il préparait activement le terrain pour un divorce, et un partage des biens. Il fallait agir vite. Le lendemain, elle engagea un détective privé, sur les recommandations de Maître Lambert. Serge Dubois était un homme d'âge mûr, au regard perçant, et aux manières posées. « Madame, parlez-moi un peu plus de la famille de votre mari. » Valentine lui expliqua tout ce qu'elle savait sur Marie et Céline. « C'est noté » acquiesça le détective. « Vous connaissez leurs adresses ? » Plus ou moins. Marie vit quelque part dans les quartiers sud. Ce sera suffisant. Laissez-moi une semaine pour rassembler les informations. Le détective tint parole. 5 jours plus tard, il l'appela. « Madame, j'ai des éléments très intéressants. Pouvez-vous passer à mon bureau ? » Sur le bureau du détective, trônait un épais dossier rempli de documents. « Marie Dupont, commença Monsieur Dubois, 62 ans, retraité. Elle réside officiellement au 5 avenue du Midi. Mais il y a mieux. » Il sortit plusieurs feuilles. Elle possède 2 autres appartements. L'un à Nice, l'autre à Cannes. Les 2 sont loués à courte durée sur des plateformes en ligne. Valentine en resta bouche bée. Elle est donc riche ? On peut dire ça. Les revenus locatifs lui rapportent environ 1 500 € par mois, en plus de sa pension. Et ses crédits ? Ses dettes ? Elle n'a aucun crédit, et n'en a jamais eu. Tous ses biens ont été payés comptant. Valentine s'adossa à son siège. L'histoire des dettes et des huissiers n'était donc qu'un tissu de mensonges. Et la sœur ? Céline Renard, 34 ans, responsable dans une agence de voyage. Son salaire avoisine les 2 000 €, plus les commissions. Aucun crédit, aucun problème bancaire. Elle mentait, elle aussi. Tout porte à le croire. D'ailleurs, elle est mariée à un entrepreneur plutôt aisé, et ils vivent dans leur propre maison. Valentine sentit la colère la submerger. Toute cette mise en scène sur leur prétendue misère, n'était qu'une vaste farce. Exactement. Et en prime,
j'ai mis la main sur des échanges très intéressants sur les réseaux sociaux. Le détective lui montra des captures d'écran de conversations entre Marie et ses amis. L'ami, comment ça se passe avec la belle-fille? Marie, impeccable. Ça fait 2 ans qu'on la traite. Mon petit Hugo m'envoie 400 € tous les mois. L'ami, et elle ne se doute de rien? Marie, pas pour l'instant. Elle me prend pour une pauvre petite vieille malade. L'ami, vous comptez faire durer ça encore longtemps? Marie, jusqu'à ce qu'on s'en lasse. Ou jusqu'au divorce. Là, on essaiera de gratter quelque chose au tribunal. Valentine relut ses messages 2 fois. Vous avez d'autres preuves? Bien sûr. Relevé de revenus, extrait bancaire, acte de propriété. Tout est officiel. Monsieur Dubois, puis-je vous demander encore une chose? Je vous écoute. Hugo prétend avoir financé les travaux de mon appartement. Pouvez-vous vérifier d'où provenaient ces fonds? C'est déjà fait. Pendant vos 2 ans de mariage, tous ses revenus ont été engloutis, soit dans les dépenses du ménage, soit dans les poches de sa mère et de sa sœur. Il n'a pas déboursé le moindre centime pour vos travaux. Le détective sortit un autre dossier. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Votre mari consulte un avocat depuis 6 mois, pour organiser le partage des biens. Il avait donc planifié ce divorce de longue date? Absolument. Voici la copie de ses échanges avec son avocat. Valentine lut les messages, n'en croyant pas ses yeux. Hugo, je veux divorcer, et récupérer la moitié de l'appartement de ma femme. L'avocat, sur quel fondement? Hugo, j'ai financé des travaux, j'ai acheté des meubles. L'avocat, avez-vous des factures pour prouver ces dépenses? Hugo, non. Tout s'est fait en liquide. L'avocat, dans ce cas, il nous faudra des témoins. Hugo, ma mère et ma sœur pourront témoigner. L'avocat, c'est insuffisant. Il faut des preuves plus solides. Hugo, et si je prouve que ma femme m'a trompé? L'avocat, là, c'est différent. Avez-vous des preuves? Hugo, pas encore, mais je peux en trouver. Ce dernier message remontait à 1 mois. Monsieur Dubois, il voulait donc me tendre un piège? C'est tout à fait ça. Et remarquez ce petit détail. Le détective lui tendit un relevé bancaire. Il y a 3 jours, Hugo a retiré la totalité de l'argent de son compte, soit près de 1 500 €, et l'a transféré sur un compte dans une autre banque. Dans quel but? Probablement pour dissimuler ses actifs, au cas où le tribunal l'obligerait à vous verser une compensation. Valentine secoua la tête. Quel individu ignoble! Monsieur Dubois, avez-vous des nouvelles des documents qu'il m'a volés? Oui, j'ai des informations à ce sujet. Il a remis ces documents à son avocat. Certainement pour les faire analyser. Mes documents personnels sont donc entre les mains d'un inconnu? Malheureusement oui. Mais c'est un élément supplémentaire que nous pourrons utiliser au tribunal, pour prouver sa mauvaise foi. Armée de toutes ces preuves, Valentine retourna voir Maître Lambert. L'avocat éplucha le dossier du détective. Madame, cela change radicalement la donne. Nous ne sommes plus seulement en position de nous défendre, nous pouvons attaquer. Comment ça? Nous allons déposer une plainte reconventionnelle pour dommages et intérêts. Escroquerie, vol de documents, diffamation. Tout ceci justifie une lourde compensation. Et qu'adviendra-t-il de sa plainte à lui? Face à de telles preuves, sa procédure s'effondrera dès la première audience. L'affaire n'alla même pas jusqu'au tribunal. Lorsque l'avocat d'Hugo reçut la copie des éléments rassemblés par le détective, il contacta immédiatement Maître Lambert. Confrère, mon client est disposé à trouver un accord à l'amiable. Que entendez-vous par là? Mon client accepte de retirer sa plainte, et renonce à toute prétention sur les biens de votre cliente. En échange, votre cliente renonce à ses poursuites pénales. Maître Lambert transmit l'offre à Valentine. Après mûre réflexion,
elle accepta. Elle n'avait aucune envie de s'enliser dans une longue et pénible bataille judiciaire. Le divorce fut prononcé un mois plus tard. Hugo repartit les mains vides, avec l'interdiction formelle d'importuner Valentine. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 6 mois après son divorce, Valentine reçut un appel troublant de sa banque. « Madame, nous avons détecté une tentative d'opération frauduleuse sur vos comptes. » « De quelle nature ? » « Quelqu'un a tenté d'accéder à vos comptes, en utilisant vos anciens identifiants. Notre système de sécurité a bloqué l'opération. » « Savez-vous de qui il s'agit ? » D'après nos premières vérifications, les requêtes provenaient d'une personne qui avait accès à vos précédentes informations bancaires. Valentine comprit immédiatement de qui il s'agissait. Le lendemain, elle rappela Serge Dubois. « J'ai de nouveaux besoins de vos services. Vérifiez ce que trafique mon ex-mari. » Le détective se mit au travail, et les résultats furent stupéfiants. « Madame, votre ex-mari travaille actuellement comme conseiller financier, à la Banque de la Capitale. » « Et alors ? » « Il a accès aux bases de données des clients d'autres banques. Il semble évident qu'il profite de ses fonctions pour espionner vos comptes. » « Mais c'est totalement illégal. » « Bien sûr que non. C'est une violation flagrante du secret bancaire. » Valentine réfléchit. Hugo ne s'avouait donc pas vaincu, et continuait à comploter contre elle. « Monsieur Dubois, à quelles autres informations a-t-il pu accéder ? » « Le solde de vos comptes, l'historique de vos transactions, votre cote de crédit. Bref, à peu près tout. » « Que puis-je faire ? » « Déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle prudentiel. Pour ce genre de faute, c'est le licenciement immédiat, avec interdiction d'exercer dans le secteur bancaire. » Valentine agit sans attendre. Une semaine plus tard, Hugo perdait son emploi, et se retrouvait sur la liste noire des employés de banque. Mais il s'entêta. 1 mois plus tard, Valentine reçut l'appel d'une inconnue. « Madame Valentine Renard ? Je suis maître Nathalie Martin, l'avocate de Madame Marie Dupont. » « Que me voulez-vous ? » « Ma cliente a l'intention de vous poursuivre en justice pour diffamation et préjudice moral. » Valentine éclata de rire. « Diffamation, vraiment ? Vous avez propagé de fausses informations concernant sa situation financière, ce qui a causé la rupture des liens familiaux. C'est ridicule. Je possède toutes les preuves qui démontrent son imposture. Quoi qu'il en soit, la plainte sera déposée. » En raccrochant, Valentine appela Maître Lambert. L'avocat l'écouta, puis ricana. « Madame, ils ont complètement perdu la tête. Avec le dossier que nous avons monté, n'importe quelle plainte contre vous est vouée à l'échec. » Effectivement, le tribunal rejeta la plainte de Marie dès la première audience. Le juge prononça même un avertissement pour procédure abusive, à l'encontre de la plaignante. Mais Hugo et sa famille s'acharnaient. Ils imaginèrent de nouvelles méthodes pour nuire à Valentine. Tout d'abord, un signalement anonyme fut adressé à l'administration fiscale, l'accusant de dissimuler des revenus. Le contrôle fiscal ne donna rien. Ensuite, une lettre de dénonciation calomnieuse fut envoyée à la direction de son entreprise, l'accusant d'utiliser ses fonctions à des fins personnelles. L'audit interne ne révéla aucune irrégularité. Consciente que son ex-mari et sa belle-famille ne lui laisseraient aucun répit, Valentine prit une décision radicale. « Maître Lambert, je veux porter plainte pour harcèlement. » « Comment cela ? » « Ça fait 6 mois qu'il tente de détruire ma vie par tous les moyens. Cela s'apparente à du harcèlement. » L'avocat réfléchit un instant. « Ça se tente. Nous avons des preuves de leurs actions concertées. » La plainte fut déposée au commissariat. Hugo, sa mère et sa sœur furent convoqués pour un interrogatoire. Suite à cela, ils cessèrent enfin d'importuner Valentine. Mais le dénouement le plus inattendu restait à venir. Près de 2 ans après son divorce, Valentine croisa par hasard Céline, dans un centre commercial. Son ex-belle-sœur faisait peine à voir, amaigrie, vêtue de vêtements bon marché, le visage marqué par la fatigue.
Bonjour, Valentine, murmura Céline d'une voix hésitante. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, tu sais. Valentine, on peut se parler? Elles s'attablèrent à la terrasse d'un café. Céline ne commanda qu'un thé, signe que ses finances étaient au plus bas. Valentine, je voulais te demander pardon, pour tout le mal qu'on t'a fait. Pardon pourquoi, exactement? Pour t'avoir menti. Pour la façon dont Hugo t'a utilisé. Valentine la jaugea du regard. Et qu'est-ce qui te fait changer d'avis aujourd'hui? Céline laissa échapper un lourd soupir. Hugo nous a tous arnaqués. Après votre divorce, il a disparu avec notre argent. Quel argent? Maman lui avait confié toutes ses économies, soit près de 15 000 euros. Il prétendait vouloir monter une affaire, qui nous rendrait tous riches. Mais il s'est évaporé dans la nature. Il ne répond plus au téléphone, et a quitté son appartement. Maman a tout perdu. Valentine eut du mal à dissimuler un sourire. Hugo n'avait donc pas seulement escroqué sa femme, il s'en était aussi pris à sa propre famille. Et que sont devenus les appartements de Nice et de Cannes? Céline la regarda, éberluée. Comment tu sais pour les appartements? J'avais engagé un détective. Il a tout découvert. Maman les a vendus pour financer le projet d'Hugo. Et aujourd'hui? Elle vit chez moi. Et moi, j'ai divorcé, je vis dans un petit studio. Pourquoi as-tu divorcé? Mon mari a découvert nos magouilles financières. Il a dit qu'il refusait de vivre avec une escroc. Valentine secoua la tête. Les arnaqueurs trop sur deux avaient fini par se faire plumer par l'un des leurs. Céline, pourquoi viens-tu me raconter tout ça? Pour te mettre en garde. Hugo risque de revenir vers toi. Comment ça? Il a flambé tout l'argent au casino. Maintenant, il cherche de nouvelles sources de revenus, et tu es la cible idéale pour lui. Valentine devint pensive. Il n'était pas impossible qu'Hugo tente de renouer contact. Merci de m'avoir prévenu. Valentine. Tu ne pourrais pas aider maman? Elle est vraiment à la rue. Valentine planta son regard dans celui de Céline. Après tout ce qu'elle m'a fait subir? Je sais qu'on a eu tort, mais c'est une vieille femme. Une vieille femme qui m'a menti pendant 2 ans, pour me soutirer de l'argent. Valentine. Céline, la réponse est non. Vous avez vous-même créé vos problèmes. Céline hocha la tête, et s'en alla. Valentine ne la revit jamais. 6 mois s'écoulèrent. La vie de Valentine avait repris un cours paisible, elle travaillait, voyait ses amis, se rendait à quelques rendez-vous galants. Mais elle se refusait encore à toute relation sérieuse, sa confiance envers les hommes ayant été profondément ébranlée. Puis un soir, on sonna à sa porte. En regardant par le Judas, Valentine reconnut la silhouette. Hugo se tenait sur le palier, un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat à la main. « Valentine, ouvre-moi s'il te plaît. Je dois te parler. » « Parler de quoi ?» répondit-elle à travers la porte. « Je veux te présenter mes excuses, et t'expliquer ce qui s'est passé. » « Ça ne m'intéresse pas. » « Valentine, j'ai changé. J'ai compris mes erreurs. » Valentine eut un sourire amer. Les prédictions de Céline s'étaient donc réalisées. « Hugo, va-t'en. Je n'ai rien à te dire. Alors je resterai là, jusqu'à ce que tu m'écoutes. » Valentine réfléchit un instant, puis entrebâilla la porte, en gardant la chaîne de sécurité. « Sois bref. » Hugo faisait pitié à voir, le visage creusé, habillé de vêtements usés, le regard fuyant. « Valentine, je sais que je me suis comportée comme une ordure. Je t'ai menti, je t'ai volé de l'argent. Mais j'ai pris conscience de mes fautes. Et donc? Je veux tout arranger. Te rendre l'argent volé, et recommencer une vie honnête. Hugo, tu as perdu 15 000 euros au casino. Comment comptes-tu me rembourser? Il la dévisagea, médusé.
Comment tu es au courant? Ta sœur me l'a dit. Hugo baissa la tête. C'est vrai, j'ai eu des problèmes d'addiction au jeu. Mais je me soigne. Je vois un psy. Félicitations. Mais c'est ton problème. Valentine, donne-moi une chance de me rattraper. Et comment? J'ai trouvé un nouveau travail. Je vais gagner ma vie honnêtement, et rembourser mes dettes. Valentine l'observa avec attention. Elle lisait dans ses yeux exactement la même lueur qu'il y a 2 ans, une fausse sincérité, masquant de sombres desseins. Hugo, tu as trouvé quoi comme travail? Eh bien, pour l'instant, je fais des livraisons. Tu comptes rembourser 15 000 € avec un salaire de livreur? Pas seulement avec ça. J'ai le projet de monter ma propre affaire. Avec quel argent? Hugo parut embarrassé. Valentine, j'étais venue te demander de l'aide. Valentine éclata de rire. On y vient. Les poches sont vides, alors tu te souviens de ton ex-femme. C'est faux. Je veux vraiment m'en sortir. Hugo, écoute-moi bien. Je ne te donnerai pas un centime. Jamais. J'ai compris. Mais, Valentine. Il n'y a pas de « mais ». Tu m'as trompé une fois. Il n'y en aura pas de deuxième. Hugo tenta de bloquer la porte avec son pied. Écoute-moi au moins. Enlève ton pied, ou j'appelle la police. Valentine, ne sois pas si cruelle. Cruelle? Hugo, tu as volé ma voiture, cambriolé mon appartement, essayé d'hypothéquer mon logement. Et c'est moi qui suis cruelle? J'étais désespérée. Et aujourd'hui, tu es de nouveau désespéré, et tu reviens taper à ma porte pour me soutirer de l'argent. Comprenant que les supplications ne marchaient pas, Hugo changea de registre. Valentine, tu te souviens de nos bons moments? La première année de notre mariage. Je m'en souviens. À l'époque, tu cachais bien ton jeu. On peut tout recommencer. Il n'y a plus rien à recommencer. La confiance ne s'achète pas. Laisse-moi te prouver. Ça suffit, coupa sèchement Valentine. Va-t'en, et ne remets plus jamais les pieds ici. Elle claqua la porte, et verrouilla tous les verrous. Hugo resta quelques minutes sur le palier à marmonner, puis il partit. Mais Valentine se doutait bien qu'il reviendrait. Les hommes désespérés sont prêts à tout. Ses craintes se confirmèrent la semaine suivante, lorsque sa secrétaire lui annonça. Madame, un homme est à l'accueil. Il affirme être votre mari. Dites-lui que je suis absente. Et surtout, ne le laissez plus jamais entrer. Mais Hugo était tenace. Il la guettait en bas de son immeuble, surveillait sa voiture, la harcelait au téléphone. Valentine changea de numéro, mais il finit par trouver le nouveau. Finalement, elle se résolut à contacter la police. Un officier prit sa plainte, et convoqua Hugo pour un rappel à loi. Le harcèlement cessa un temps, mais Valentine ne se sentait toujours pas tranquille. Le dernier incident se produisit un mois plus tard. Valentine rentrait tard le soir. Hugo l'attendait dans le hall de l'immeuble. Il avait l'air encore plus misérable, vêtements sales, haleine chargée d'alcool, et un regard de dément. Enfin te voilà, grinça-t-il, en lui barrant le passage. Hugo, écarte-toi. J'appelle la police. Appelle-les. Je m'en fous de tout, maintenant. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent. J'ai des dettes. Il me menace. C'est ton problème. Valentine, j'ai quand même été ton mari. Mon ex-mari. Et heureusement pour moi. Hugo fit un pas vers elle. Donne-moi au moins 800 €. Je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Non. Valentine, je t'en supplie. Hugo, c'est la dernière fois que je te le dis, c'est non. Hugo lui empoigna soudain le bras. Très bien. Alors je raconterai à tout le monde qui tu es vraiment.
Et qui suis-je, au juste? Une femme cupide et sans cœur. Valentine se dégagea d'un geste brusque. Raconte. Raconte donc à tout le monde, comment tu as dépouillé ta femme, vendu sa voiture, et tenté d'hypothéquer son appartement. C'est toi qui m'as poussé à bout. Moi? Je t'ai poussé à bout? Hugo, c'est toi seul qui as choisi de devenir un escroc. Si tu avais aidé ma famille. Une famille qui m'a roulé dans la farine pendant 1 an et demi? Hugo, comprenant qu'il n'obtiendrait rien, lâcha sur un ton menaçant. Très bien, mais on n'en a pas fini. Qu'est-ce que tu insinues? Tu verras. Il tourna les talons. Valentine remonta chez elle, l'esprit troublé. Le ton de sa voix ne laissait présager rien de bon. Dès le lendemain, elle comprit de quoi il parlait. Sa mère l'appela, affolée. Valentine, qu'est-ce qui se passe chez toi? Un homme m'a appelé, il m'a raconté des choses horribles. Quelles choses? Que tu as abandonné ton mari dans les moments difficiles, que tu as jeté ta pauvre belle-mère malade à la rue. Valentine réalisa qu'Hugo avait décidé de se venger, en calomniant auprès de tous ses proches et connaissances. Son téléphone sonna à nouveau. C'était son amie Léa. Valentine, ton ex-mari a appelé Julien à son travail. Il lui a raconté que tu l'avais dépouillé de tout. Puis, une collègue de travail. Madame, un homme vous a cherché. Il a dit que vous lui deviez de l'argent. Valentine comprit qu'il fallait agir de toute urgence. Elle recontacta le détective. Monsieur Dubois, il faut que vous retrouviez Hugo et que vous l'arrêtiez. Que fait-il? Il appelle toutes mes connaissances, et raconte des insanités sur mon compte. C'est de la pure diffamation. Je pourrais l'attaquer en justice. Mais y a-t-il un moyen de l'arrêter plus rapidement? Le détective réfléchit quelques secondes. On peut essayer de trouver des éléments compromettants contre lui. S'il a des dettes, ou des ennuis avec la justice, cela devrait le calmer. 3 jours plus tard, Dubois la rappela. Madame, votre ex-mari est dans de beaux draps. C'est-à-dire? Il doit environ 10 000 € à des prêteurs peu scrupuleux. Ces gens le recherchent activement dans toute la ville. Et quelles seront les conséquences? Il va vite oublier son ressentiment envers vous. Sauver sa peau va devenir son unique priorité. Le détective avait vu juste. Une semaine plus tard, les appels calomnieux d'Hugo cessèrent net. 1 mois plus tard, Valentine apprit qu'il avait fui la ville. Céline la contacta elle-même. Valentine, Hugo s'est volatilisé. Il a fait ses valises et a quitté la ville. Il ne m'a rien dit. Sais-tu où il est parti? Je n'en ai aucune idée. Il fuit sûrement ses créanciers. Valentine ressentit un profond soulagement. Le cauchemar était bel et bien terminé. 6 mois plus tard, la vie reprenait des couleurs. Valentine avait été promue à son travail, s'était acheté une nouvelle voiture, et avait commencé à fréquenter un homme charmant, un médecin prénommé Antoine, présenté par une amie. Antoine était l'antithèse d'Hugo, honnête, franc, financièrement indépendant. Il possédait son propre cabinet médical, et son appartement. Aucun squelette dans le placard. Leur relation progressait lentement, et naturellement. Valentine prenait son temps, après son expérience avec Hugo, elle était devenue méfiante. Un soir, alors qu'il dînait au restaurant, Antoine lui posa la question. Valentine, pourquoi as-tu si peur de t'engager? Je n'ai pas peur, je suis juste prudente. À cause de ton ex-mari? Valentine hocha la tête, et lui confia toute l'histoire avec Hugo. Je comprends mieux, dit le médecin après l'avoir écouté. Mais je ne suis pas Hugo. Je le sais. Mais j'ai tout de même peur de me tromper à nouveau. Antoine lui prit doucement la main. Valentine, je comprends tes craintes, mais tu ne peux pas vivre dans la peur toute ta vie. La confiance se reconstruit, pas à pas. Et il avait raison. Valentine réapprenait peu à peu à faire confiance.
Mais elle gardait une certaine réserve. Elle savait trop bien à quel point on pouvait se tromper sur la véritable nature d'une personne. Hugo lui avait enseigné une leçon fondamentale, il ne faut pas se fier aux mots, mais aux actes, et surtout, il faut préserver son indépendance financière, quoi qu'il arrive. Valentine s'était juré de ne jamais reproduire les erreurs du passé. Elle était prête à aimer à nouveau, mais seulement à ses propres conditions. La vie continuait, sans aucune garantie de fin heureuse, mais avec l'espoir de jours meilleurs, et avec l'intime conviction qu'elle ne permettrait plus à quiconque de la tromper. Valentine Renard restait une femme forte et indépendante. Et plus personne ne toucherait un centime de son argent, sans l'avoir mérité.